السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. Un actionneur convertit une forme d'énergie en une autre forme d'énergie. Par exemple, l'énergie électrique en énergie mécanique, comme un son, une pression, un mouvement ou un couple. Il en existe diverses formes, parmi lesquelles les moteurs électriques, les vérins hydrauliques, les piezo-actionneurs, etc. Les actionneurs sont généralement classés en fonction de l'énergie qu'ils transforment. On distingue les actionneurs électriques, pneumatiques, fluidiques et thermiques. Dans l'automobile, les types d'actionneurs les plus fréquemment rencontrés sont les actionneurs électromécaniques et les actionneurs fluidiques. Amenez le pointeur de la souris sur les champs en gris pour avoir des exemples d'applications concrets. Le moteur électrique est un parfait exemple d'actionneur électrique utilisé dans l'automobile. Seuls les moteurs à courant continu sont employés puisque le réseau de bord est alimenté par une tension continue. Dans l'automobile, les moteurs électriques font souvent partie d'un module comprenant aussi une commande et un réducteur, comme ce moteur de lève-glace. Les moteurs à aimant permanent sont les plus répandus. Ils se déclinent dans les tailles et les modèles les plus variés. Les différents moteurs de réglage des sièges témoignent bien de la grande diversité des modèles. Le moteur pas à pas ou servomoteur est un moteur électrique spécifique souvent très compact. C'est le cas des moteurs de réglage des instruments de la planche de bord. Le démarreur d'une automobile est un moteur 10 série qui fait partie des moteurs à excitation électrique. Le nombre de moteurs électriques ne cesse de croître dans l'automobile et les types présentés ici ne sont que quelques exemples des principaux groupes et modèles. Comment une machine à courant continu fonctionne-t-elle? Prenons un modèle de machine simplifié pour examiner son mode opératoire. La machine à courant continu peut faire office, selon les modèles, de moteur ou d'alternateur. En automobile, elle sert fréquemment de moteur. Le moteur CC ou à courant continu désigne un moteur électrique alimenté par un courant continu. La boucle tourne sous l'effet de la force produite par l'interaction entre le champ magnétique qui environne le conducteur traversé par un courant et le champ magnétique d'excitation. La boucle conductrice change sans arrêt de position par rapport au champ d'excitation. Lorsqu'elle parvient au pôle antagoniste de l'aimant, le sens du courant qui la traverse change de manière qu'elle continue de tourner. Voici la structure d'un moteur à courant continu. Utilisez les boutons pour obtenir des informations sur les différents composants. Le carter constitue la partie statique du moteur. Il contient, selon les modèles, soit des épanouissements polaires avec enroulement d'excitation, soit des aimants permanents. Cette partie étant fixe, elle est appelée stator. L'arbre d'induit correspond à la partie mobile du moteur, d'où son nom de rotor. La bobine d'induit se compose de boucles conductrices enroulées autour d'un noyau de fer, lequel renforce les effets du champ magnétique. Le collecteur, aussi appelé commutateur, est situé sur l'arbre d'induit. Il se compose de lames métalliques isolées les unes des autres, raccordées respectivement au conducteur et au contact. La rotation du rotor provoque une inversion de polarité et le basculement des boucles. Le noyau feuilleté se compose de plusieurs plaques de fer assemblées sur un noyau de fer qui sert de support d'enroulement aux boucles conductrices.
Si les épanouissements polaires comportent un noyau de fer et un enroulement, le moteur est dit à excitation indépendante. S'il s'agit d'aimants permanents, le moteur est auto-excité. Les balais, situés dans les portes-balais, sont munis d'un ressort qui garantit une pression constante sur le collecteur et par là même un flux de courant suffisant. Le courant traverse les balais charbon et le collecteur en direction des boucles conductrices. Les balais font donc office de contacts électriques entre le stator fixe et le rotor tournant. Examinons la structure d'un moteur à aimant permanent sur la base d'un modèle simplifié de machine à courant continu. Le moteur à courant continu est doté d'un noyau ferromagnétique situé dans l'entrefer du circuit qui sert à amplifier le champ magnétique entre les pôles. Ce noyau ferromagnétique tournant est appelé induit dans les machines classiques. Il est entouré par la boucle conductrice. Pour que le couple généré par la rotation de l'induit reste constant, on utilise d'autres boucles conductrices situées sur le pourtour de l'induit, qui ne sont pas illustrées ici. C'est ce que l'on appelle la bobine d'induit. L'induit est implanté sur un arbre qui lui permet de tourner sur son axe. Il est situé entre les aimants placés en regard l'un de l'autre et enchâssés dans une culasse cylindrique fixe. C'est ce qui permet de créer un pôle nord et un pôle sud dans les modèles bipolaires. Sur les moteurs de petite taille, le champ d'excitation est généré par un aimant permanent. Ce champ d'excitation est donc constant entre les deux pôles. Il s'étend du pôle nord au pôle sud et traverse l'induit rotatif. Le collecteur est aussi situé sur l'arbre, devant l'induit à proprement parler. Il se compose généralement de 4 lames en arc de cercle isolées les unes des autres. Le champ d'excitation étant généré par un aimant permanent, seule la bobine d'induit doit être alimentée électriquement. Les conducteurs de l'induit sont respectivement raccordés à 2 lames antagonistes. Les contacts fixes, aussi appelés balais, transmettent le courant au collecteur en rotation et modifient continuellement le sens du courant dans les conducteurs de l'induit. Ce procédé permet de générer un couple constant. Les balais sont en graphite. Le graphite est un bon conducteur électrique à forte capacité de glissement qui garantit une rotation à faible frottement. Voici le symbole du moteur à aimant permanent dans les schémas électriques. Cliquez sur les boutons pour de plus amples informations. Le champ magnétique d'excitation d'une machine à courant continu peut être généré soit par des aimants permanents, soit par un électroaimant. Dans le cas d'un moteur à dérivation, l'enroulement d'excitation de l'électroaimant est monté en parallèle à la bobine d'induit. Le courant de l'induit et le courant d'excitation dépendent donc de la tension continue qui leur est appliquée. Ce moteur tourne à un régime constant. Dans un schéma électrique, le moteur en dérivation est représenté ainsi. Ce schéma électrique montre bien que l'enroulement d'excitation est monté en parallèle à la bobine d'induit. Chaque enroulement est donc alimenté indépendamment de l'autre. Le moteur en dérivation présente les caractéristiques suivantes. Le champ d'excitation est produit par un électroaimant. Le couple est élevé. Le moteur en dérivation tourne à un régime constant. Seule une variation de tension ou une surcharge du moteur peut entraîner une chute de régime. Le moteur série est un moteur à courant continu à excitation électrique. Contrairement au moteur en dérivation, l'enroulement d'excitation du moteur série est monté en série avec la bobine d'induit. Le moteur série est représenté de cette manière dans les schémas électriques. On voit que l'enroulement d'excitation et la bobine d'induit sont montés en série. Le courant de l'induit passe dans l'enroulement d'excitation. Il est commun aux 2 enroulements. Les circuits d'excitation et d'induit sont donc couplés,
ce qui a un impact considérable sur le comportement du moteur. Le courant absorbé par le moteur série au démarrage est élevé, puisqu'il alimente aussi bien le circuit d'excitation que le circuit d'induit. Le couple de démarrage est donc nettement plus grand. Lorsque la charge, et par là même le couple, diminue, le régime augmente et le courant se réduit. Le champ d'excitation faiblit et le régime continue d'augmenter. Les démarreurs automobiles mettent en œuvre des moteurs série car ils nécessitent un couple de démarrage élevé, mais aussi une variation du régime en fonction des besoins. Le moteur série présente une courbe de caractéristiques conforme à ces exigences. Le régime s'adapte ensuite automatiquement au couple nécessaire. Les moteurs série ne doivent pas fonctionner hors charge, sous peine d'augmentation excessive du régime et de dommages irrémédiables. Les démarreurs désignent généralement des moteurs électriques qui servent à mettre en route des moteurs à combustion. Ils sont alimentés par la batterie et sont commutés soit par voie mécanique, soit par voie électromagnétique. Le démarreur d'un véhicule sert à amener le moteur à combustion à un régime suffisamment élevé pour qu'il puisse poursuivre sa rotation de lui-même. Prenons une vue schématique pour mieux comprendre la structure et le fonctionnement d'un démarreur. La fermeture du contact démarreur alimente les enroulements d'attraction et de maintien du relais d'enclenchement, ainsi que l'enroulement d'excitation et la bobine d'induit du démarreur. Le relais d'enclenchement s'active. Le pignon s'approche de la couronne du volant du moteur à combustion interne sous l'effet de la fourchette. Le démarreur ne tourne pas à ce stade, car le courant relayé par le relais d'enclenchement est trop faible. Une fois le relais d'enclenchement totalement activé, les contacts se ferment et le pignon s'engraine dans la couronne. Le démarreur est alors directement alimenté par la batterie et se met à tourner. L'enroulement d'attraction du relais est mis hors tension. L'enroulement de maintien est en effet suffisant pour que le relais reste en position. Une fois le moteur à combustion en marche, la roue libre préserve le démarreur d'un régime trop élevé. Le contact démarreur s'ouvre. Le relais est ramené en position initiale par le ressort de rappel et les contacts s'ouvrent. La fourchette dissocie le pignon de la couronne. Le moteur du démarreur s'arrête. Il s'agit d'un moteur à courant continu dont les enroulements d'excitation ou aimants permanents se situent sur le carter. Les moteurs série sont les plus répandus. Ce sont des moteurs dont l'enroulement d'excitation et la bobine d'induit sont montés en série, qui déploient des forces élevées au démarrage. Un véhicule peut contenir jusqu'à 100 moteurs électriques, parmi lesquels des moteurs à courant continu classiques, notamment à aimant permanent, ainsi que des moteurs sans balai, généralement appelés moteurs EC. Le connecteur mécanique constitue le gros point faible des moteurs à courant continu classiques. Les moteurs sans balai mettent en œuvre une commutation électronique. La commande des moteurs EC est généralement moins simple que celle des moteurs à courant continu, mais ils sont les seuls compatibles avec les actionneurs des prochaines générations. La disposition est inversée. Avec les moteurs EC, l'aimant permanent est mobile, puisqu'il est situé sur un axe tournant. Il s'agit donc d'un rotor. Les moteurs EC ne mettent pas en œuvre une bobine d'induit, mais plusieurs enroulements implantés dans le carter qui entoure le rotor, appelé stator. Pour mettre le rotor en mouvement, les enroulements du stator sont mis sous tension l'un après l'autre, tandis que les conducteurs opposés sont traversés par un courant de sens inverse. La boucle conductrice de courant est soumise à la force de Lorentz, qui agit selon la règle de la main droite, tout comme avec un moteur CC. Elle se déplacerait donc vers la droite si elle n'était pas reliée au stator. Comme il y a répulsion entre le stator et le rotor se met à tourner vers la gauche. Pour que le rotor tourne en permanence, il faut commuter le courant en fonction de sa position.
On utilise donc deux transmetteurs de Hall qui détectent la position angulaire momentanée du rotor sans le moindre contact. Les transmetteurs de Hall détectent la position du rotor et la communiquent à la commande, qui ferme alors le commutateur suivant par le biais d'un signal. On commute ainsi l'enroulement le plus proche de l'aimant permanent. Comme le couple généré est maintenu, l'aimant permanent poursuit sa rotation. Les transmetteurs de Hall détectent la nouvelle position, le commutateur actuel s'ouvre et le suivant se ferme. Le rotor tourne donc encore d'un cran. Il en va de même avec l'enroulement suivant. La polarité des enroulements est inversée au bout d'un demi-tour, de manière que le rotor puisse tourner sans s'arrêter. On parle donc d'un moteur EC bipolaire. Dans l'automobile, on trouve notamment des moteurs EC dans les ventilateurs de climatiseurs. Leur conception leur confère un certain nombre de caractéristiques, parmi lesquelles un rendement élevé, une grande longévité, un entretien réduit et un fonctionnement silencieux. Le moteur pas à pas est un moteur électrique sans balai. Comme il fonctionne en mode incrémental, il est utilisé pour les tâches qui exigent une grande précision en matière de vitesse et de positionnement. Certains modèles mettent en œuvre un réducteur à vis de démultiplication des pas. Il se distingue principalement du moteur EC par son mode de commande et le nombre de paires de pôles du rotor. La résolution des pas de ce type de moteur est fonction du nombre de phases pilotées individuellement ainsi que du nombre de paires de pôles. Examinons la structure d'un moteur pas à pas bipolaire à deux phases avec aimant permanent qui commande l'aiguille d'un instrument. Il comporte deux bobines pilotées par inversion de polarité. Ce moteur comprend fréquemment deux paires de bobines, c'est-à-dire 8 raccords. Ces paires de bobines peuvent être montées soit en parallèle, soit en série. Le montage en parallèle permet en général d'augmenter le couple au prix d'une sollicitation accrue du régulateur de courant. Les moteurs pas à deux phases sont les plus répandus, car un plus grand nombre de phases complique tant la commutation que le câblage. C'est donc le nombre de paires de pôles du rotor qui détermine la résolution des pas des divers moteurs pas à deux phases. Le moteur pas à pas se décline en trois versions. Moteur à aimant permanent, moteur à réductance variable et moteur hybride. Les applications dans l'automobile ne manquent pas. Commande des instruments, réglage du site des projecteurs, commande des volets du climatiseur, du papillon et de l'actionneur de ralenti. Cliquez sur des boutons pour de plus amples informations. Tout comme le moteur EC, le moteur pas à pas comporte en principe un aimant permanent rotatif ou rotor, entouré de plusieurs paires d'enroulements de stator ou phase. Ce rotor est mu par les champs magnétiques dus au courant qui circule dans les enroulements du stator. Chaque instrument du combiné d'instruments met en œuvre un moteur pas à deux phases avec réducteur à vis. Derrière la façade, les 4 moteurs sont clairement identifiables, de même que les LED et les autres composants de la platine de commande. Chaque instrument du combiné d'instruments met en le moteur à réductance variable est le moteur pas à pas le plus élémentaire. Son rotor se compose d'un noyau de fer doux à encoche qui n'est pas excité, à la différence des deux autres types de moteurs. À la différence du moteur EC, c'est l'activation ou la désactivation d'enroulements de stator distincts, mais pas systématiquement consécutifs, qui fait tourner le moteur pas à deux phases. Ce moteur offre la possibilité d'inverser la polarité du courant dans les enroulements. Autrement dit, le courant peut circuler dans les deux sens. C'est pourquoi il est appelé moteur pas à pas bipolaire. Le rotor d'un moteur pas à pas peut adopter, grâce à la séquence des signaux du calculateur, n'importe quel angle en mode incrémental. Cet angle est un multiple de l'angle minimal inhérent à ce type de moteur. Il peut être de moins de 2 degrés par pas. Le moteur pas à pas peut tourner dans les deux sens,
est s'immobiliser dans n'importe quelle position. C'est la sélection des enroulements de stator commandés qui détermine le sens et la vitesse de rotation, ainsi que le positionnement. Pour déterminer la position actuelle du rotor, il suffit de partir du point de départ du dernier tour, de compter le nombre de pas dans le sens de rotation et de le multiplier par l'angle de pas. Les transmetteurs de Hall ne sont pas nécessaires. Un moteur pas à pas peut être commandé de deux manières. La commande par pas entier consiste à alimenter les deux enroulements du stator. L'aimant est attiré entre les pôles du stator. Les pas possibles sont les suivants. On peut aussi commander le moteur de manière à doubler le nombre de pas. On parle alors d'une commande par demi-pas. Le pôle de l'aimant est attiré entre les pôles du stator lorsque les deux enroulements sont sous tension. Si un seul enroulement est alimenté, il se place sous le pôle correspondant. Les pas suivants sont possibles. Les moteurs pas à pas bipolaires peuvent, en principe, fonctionner en mode unipolaire. Le courant ne circule alors que dans un sens. Les enroulements, et donc le potentiel de puissance du moteur, sont toutefois sous-exploités. Utilisez les boutons pour revoir l'unité de puissance et les deux méthodes de commande. Les aimants de levage sont des électro-aimants. Il s'agit d'éléments de commande répandus dans de nombreux secteurs et généralement alimentés par un courant continu. Dans l'automobile, nombre de vannes et de clapets sont à commande électromagnétique. Ils permettent de se dispenser de commandes hydrauliques à la technique complexe et peuvent être pilotés par des calculateurs électroniques au gré des conditions de service et des situations de conduite. L'aimant de levage se compose d'une culasse avec bobine d'excitation interne qui comporte un guidage destiné à l'induit mobile. Lorsqu'une tension est appliquée, le courant génère une force électromagnétique qui déplace l'induit le long de sa course, laquelle s'achève à l'intérieur de la bobine. Le rappel s'effectue sous l'effet de forces extérieures, comme un ressort qui exerce une action mécanique lorsque le courant est coupé. Cet exemple nous montre un aimant qui exerce une force de traction. L'aimant de levage peut aussi, selon sa configuration, exercer une force de poussée ou une force de traction et de poussée. Les aimants de levage sont nombreux et font office de vannes dans les circuits pneumatiques et hydrauliques, par exemple dans les boîtes automatiques, mais aussi d'aimants de commande de relais, d'embrayage et de frein. Leur faible nombre de pièces mobiles leur confère une très grande longévité. شكرا على المشاهدة. إن أعجبك الفيديو سجل إعجابك ولا تبخل باقتراحاتك للفيديوهات القادمة، كما لا تنسى الاشتراك في القناة لتصلك فيديوهاتنا اليومية.